Dernière petite précision concernant cet épisode, on a souhaité garantir l'anonymat de la personne qui partage. C'est pour ça que vous n'entendrez pas son prénom. Par contre, c'est tout à fait possible de le contacter. Pour ça, vous avez juste à écrire à l'adresse mail du podcast et je vous redirigerai vers mon invité du jour. Très bonne écoute. Bonjour Rosanne. Je suis ravie de pouvoir démarrer l'aventure du podcast autrement avec toi, de pouvoir partager ce moment. Merci vraiment d'avoir accepté. Je t'en prie, Surtout, et c'est un plaisir. surtout d'avoir accepté voilà, d'évoquer le sujet qu'on va aborder ensemble, parce que je suis convaincue que c'est une conversation qui va faire du bien à bon nombre de personnes, parce qu'on va, je pense, mettre des mots sur ce que beaucoup de personnes de façon isolée ressentent, notamment les personnels des ressources humaines en entreprise, mais je pense qu'on peut l'élargir, enfin que les parallèles en tout cas peuvent être faits avec des fonctions de, j'allais dire, d'encadrement des personnes qui du coup ont en charge des humains, puisque c'est vraiment l'enjeu, enfin en tout cas qui ont cet enjeu humain dans leur fonction, dans leur responsabilité. Donc, on va beaucoup voilà, parler des RH, mais ça fait écho et ça interroge même globalement sur, voilà, dans nos organisations la place de l'humain et comment on y met les moyens. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je te remercie encore une fois de pouvoir de me laisser la possibilité de m'exprimer sur ce sujet-là. Euh, Ne serait-ce que dans la préparation, j'ai senti que ça faisait du bien pour moi déjà personnellement. Et effectivement, je pense que s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas et qui sont RH, qui sont dans mon cas, ça fait résonance et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul en fait. Je pense que je vais d'abord me présenter un peu plus en détail. Exactement, vas-y. Euh, Chargé de développement RH depuis 4 ans et demi maintenant. Et avant ça, j'ai été chargé de recrutement au sein d'un cabinet de recrutement où je suis resté pendant 7 ans. Deux mondes différents, deux visions différentes, mais une fonction qui reste sensiblement la même, c'est recruter. Même si aujourd'hui, j'ai le recrutement et la formation, euh, on va dire la gestion de carrière, qui fait partie de mon panel de compétences. Le recrutement, c'est vraiment la base. C'est comme ça que j'ai décidé d'orienter ma carrière déjà à la sortie du bac. Ça va paraître un peu bête de le dire comme ça, mais c'est une série de l'époque qui passait sur une chaîne télévisée, je ne sais pas si on a le droit de le dire, Vas-y, si, mais si, si, si. T'as tous les droits ici. alors en l'occurrence, c'est la série Caméra Café qui Ah, me donnait envie excellent. d'être dans les ressources humaines. Excellent. Pourquoi Caméra Café? Parce qu'il y a notamment un personnage qui est le DRH de la société et qui est perçu un petit peu comme un tyran qui n'en fait qu'à sa tête ou qui fait que donner des ordres et ce qu'il dit, il doit être appliqué à la lettre. Et de là, je me suis dit, mais j'aimerais bien, moi, avoir l'opportunité d'être comme ça. Pas forcément d'être méchant, mais Mais c'est ça. d'avoir ce pouvoir, en fait, de pouvoir aider les gens. Parce que finalement, dans ce qu'il faisait, il aidait aussi les gens. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'être recruteur. Pour moi, le recrutement, c'est vraiment, encore une fois, ça paraît bête, mais c'est vraiment l'objectif d'aider les gens. Je pense qu'un homme ou une femme a deux besoins primaires essentiels, un logement et un emploi. Bah, si au moins je peux aider sur 50% de ses besoins primaires, c'est un réel plaisir finalement. Et c'est comme ça que j'ai orienté ma carrière professionnelle. Ok, donc avec Euh, l'idée, excuse-moi du coup, d'aider les gens, du coup plutôt les personnes que tu recrutes, plus que l'entreprise en Exactement. tant que telle. Ok, donc vraiment Exactement, cette c'est tout à fait volonté ça. d'être en lien et d'apporter. Ok, très bien, très intéressant. D'apporter aux autres. Euh, C'était gratifiant aussi d'avoir juste un merci. Et parfois, on ne l'a même pas, ce merci, mais c'est juste gratifiant de savoir que on a trouvé du boulot à cette personne. Mhm. Vraiment, c'était un plaisir. Un plaisir. Et puis, ça nous permet de nouer des liens, des contacts, d'échanger, de connaître diverses personnes, de découvrir un peu d'autres horizons. Donc voilà, vraiment, la fonction du recrutement, c'est la fonction qui m'a attiré dès le départ dans les ressources humaines. Avec le temps et l'évolution, bah, j'ai forcément fait mon petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, je me retrouve dans une boîte de 450 salariés, donc de plus grande envergure. Et surtout, j'ai commencé à recruter en cabinet pour des clients. Aujourd'hui, je recrute pour ma propre structure. Mhm. Donc, finalement, je recrute aussi des gens qui vont être à l'image de ce que dégage notre structure en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de fonctionnement, en termes de méthodologie. Donc, l'approche n'est pas tout à fait la même.
Yes. C'est vrai. Du coup, ouais, ton poste a évolué. Tu es passé du coup d'un recrutement pour des clients, donc plutôt c'est SS2I, c'est ça? Je sais plus, il y Alors, a un c'est format. vraiment cabinet de recrutement pur. Ah ok, Là, d'accord, on ça était marche. sur du placement, Ok, du placement. intérim et placement. D'accord. Oui, donc là, effectivement, tu étais plus l'entremetteur entre une entreprise et Exactement. j'allais dire des clients, mais c'est pas des clients, c'est des individus, juste des candidats. J'ai C'est plus ça, les, c'est ça. j'ai plus les termes. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, la démarche, elle est différente puisque tu représentes à la fois, tu n'es plus l'entremetteur. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose aussi qui a changé? Tu n'es plus un entremetteur, tu représentes à toi C'est seul exactement également ça. l'entreprise. Exactement. Puisqu'en cabinet, tu essayes au maximum de comprendre le besoin de ton client. Mais comme tu n'es pas dans l'entreprise, tu ne connais pas l'environnement de travail, tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas l'environnement géographique, tout simplement. Euh, Ces éléments-là, je les ai aujourd'hui en étant recruteur pour ma propre structure, enfin, en tout cas au sein d'une structure dans laquelle je travaille. Et c'est toujours en lien avec ce principe d'aider les gens, finalement. Parce que autant mon envie, c'est d'aider les gens à trouver du boulot, de l'autre côté, c'est aussi aider les collaborateurs et donc les managers à pouvoir satisfaire leurs besoins, à pouvoir mener leur activité comme il le faut, Mm. avec les ressources nécessaires, notamment les Yes. ressources humaines. Donc, c'est pas le même positionnement. Je sais que quand je visualisais cette fonction, celle que tu as exercée, hein, le poste de cabinet en cabinet de recrutement, qui est l'un des premiers. Enfin, il y a pas mal d'offres d'emploi en sortie d'études. J'avais passé plusieurs entretiens dans ce type de structure, soit SS2I, soit effectivement cabinet de recrutement. Euh, je dirais que c'est presque une approche conseil. C'est pas C'est tant ça, des RH comme, enfin, on dit, au c'est sens le propre recrutement. du Voilà, c'est terme. ça. Là, aujourd'hui, ce que tu fais concrètement, c'est tu es dans un service aux ressources humaines qui se retrouve Exactement. être au carrefour, je ne sais pas si on y reviendra, mais au carrefour de plusieurs injonctions, au carrefour de la rencontre de plusieurs attentes, à la fois celle de l'entreprise, dans sa vision globale, de manager et de collaborateur. Et voilà, toi, tu n'es pas la tierce personne extérieure qui était là à ce moment-là. Il y a une implication plus, j'allais dire, Forte, globale. effectivement, ouais. Mm. Plus global, effectivement. Par rapport, j'aimerais qu'on revienne sur cette vision que tu portes et qui t'a d'ailleurs peut-être mené à te retrouver derrière aussi en entreprise. Je ne sais pas si c'est ce qui a fait le lien dans ton parcours, mais en tout cas, vraiment, quand on en avait parlé, euh, cette vision que tu as de la considération des êtres humains. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi, en tant que RH, qui du coup, voilà, s'était retrouvé dans une position, OK, je fais du recrutement d'un point de vue plus extérieur, à maintenant, OK, je suis au cœur même de j'allais dire, cette usine à gaz parfois, qu'est C'est vrai. l'entreprise. Aujourd'hui, comment tu vois justement, quel est pour toi l'enjeu au niveau de ta fonction? Et qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans une entreprise pour que l'entreprise soit humaine, pour qu'elle fonctionne en prenant en compte des ressources humaines? Je mets des guillemets. Je sais pas si c'est clair. Euh, Si, 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 si. Alors, je vais peut-être un peu être large dans ma Vas-y. réponse. Et je pense que ça prend source, en tout cas me concernant moi, dans mon passé et dans Mhm. mon passif en cabinet. Pour la petite histoire, j'ai commencé dans ce cabinet en stage, puis en alternance, puis en CDD, puis en CDI. Voilà, je suis passé par toutes les étapes. Mais vraiment, ce qui m'a donné envie d'y rester, c'était cette envie d'aider les gens, de recruter et de permettre aux gens de trouver du boulot. Euh, Au fil de l'eau, au fil du temps, on comprend aussi que au-delà de faire du recrutement, on a aussi un engagement auprès de notre structure, ce qui est normal finalement, puisqu'on travaille pour un patron, pour un employeur. Mhm. Et cet aspect-là, finalement, je ne l'avais pas encore en compte au début de ma carrière. J'étais jeune encore. Euh, Avec le temps, je m'en suis rendu compte. L'idée, c'est de faire du chiffre, hein, concrètement. On a le côté conseil, on doit être qualitatif, on doit être en accompagnement, mais la finalité, c'est quand même de faire du chiffre, tout simplement. Et cette notion-là, alliée aux ressources humaines, je trouve qu'elle est compliquée.
puisque quand on est sous pression, quand on a des délais à tenir, quand tu as un client tout simplement qui te relance parce que son besoin est vraiment pressant, ce qui est normal, puisque lui aussi a des impératifs, tu perds peut-être en qualitatif dans l'accompagnement des personnes. Et petit à petit, malheureusement, et de manière intrinsèque, et on ne s'en rend même pas compte finalement, mais l'envie d'aider, l'envie d'accompagner se transforme en l'envie de résultat. Donc, on prend moins le temps de comprendre les gens, on prend moins de temps d'accompagner les gens, on prend moins de temps de leur faire comprendre à eux où est-ce qu'ils mettent les pieds, sur quel type de poste, sur quel type de métier. Ça devient, pour reprendre le terme, un peu l'usine à gaz, tout simplement. Et ça, je trouve ça dommage. C'est un peu ce qui m'a poussé à voir autre chose, et notamment le monde de l'entreprise, puisque intégrer une entreprise, c'est connaître les valeurs de cette entreprise, c'est connaître les difficultés, mais aussi les forces de cette entreprise, c'est connaître les gens qui font partie de cette entreprise, les collaborateurs. Et c'est là que ça a été intéressant pour moi, finalement, il y a un renouveau, puisque je me suis senti… En fait, je ne vendais plus quelque chose aux candidats, bon, vendre avec des guillemets, hein, bien entendu, mais Non, je ne mais je vendais vois plus très bien. quelque chose aux candidats qui était encore flou pour moi. Là, c'est très concret. Et ça a été un choix aussi dans mon changement de poste, dans la sélection de mon entreprise, c'est rechercher une entreprise qui a des valeurs. Aujourd'hui, la structure dans laquelle je travaille œuvre pour non pas des clients, mais des personnes, des usagers. Et donc, ça a du sens. C'est ce que moi, je veux faire pour mes candidats, finalement. Donc là, j'ai eu un regain, finalement, d'envie d'aider, d'envie d'accompagner, d'envie d'être présent, finalement, pour ces personnes-là, pour les candidats, mais aussi pour les collaborateurs en interne. Et encore plus avec l'évolution de la fonction que j'ai eue, puisque ça fait 4 ans que j'y suis, mais j'ai commencé par le recrutement. Aujourd'hui, j'ai la casquette recrutement et la casquette formation. Et je le vois encore plus avec la formation. L'idée, c'est de faire comprendre aux gens que des dispositifs existent, que des possibilités s'offrent à eux, alors qu'ils n'en ont même pas conscience. Et c'est là, pour moi, le rôle clé d'un RH. C'est un peu du partage de savoir, tout simplement, de la transmission. Yes. Et pour moi, c'est ça qui me plaît. Tu m'avais évoqué l'exemple d'une personne en situation de handicap. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour que l'entreprise soit plus humaine, en tout cas prenne, j'allais dire, exploite, c'est pas le terme. Mais allez, je vais le dire parce que j'en vois pas d'autres. Si tu en as un autre plus joli, n'hésite pas. Mais exploite le meilleur des humains et des individus qui sont… Peut-être… Vas-y, dis-moi, t'as trouvé? T'as le mot? Non, mais ça a coupé pendant c'est pour ça. Ah, ok. Je disais oui, que l'entreprise finalement exploite, c'est pas le mot que je veux, mais j'en trouverai un. Si tu en trouves un autre, dis-moi. En tout cas, le meilleur de l'individu. Et du coup, pour ça, tu me disais que c'était important, tu me partageais l'exemple d'une personne en situation de handicap. Quel est pour toi, voilà, par exemple, si tu me prenais un cas concret aujourd'hui, quel est pour toi l'intérêt de prendre en compte l'humain au-delà de juste la fiche de poste dans lequel il rentre et dans lequel il s'inscrit, comme tu as pu le vivre à l'époque où tu étais du coup plutôt consultant en recrutement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais où finalement tu faisais rentrer des gens, tu faisais une forme d'adéquation entre il y a une offre et il y a un candidat et ça match. Exactement. Alors, je vais te répondre. Il y a un terme assez à la mode en ce moment, le terme de QVT, qualité de vie au travail, dont on parle beaucoup. Et pour moi, c'est le sujet clé des entreprises aujourd'hui. Comment on travaille à accompagner les gens et comment on leur permet d'optimiser finalement leurs compétences et la mise en application de ces compétences au sein de la structure pour que tout le monde y trouve son compte finalement. Ça passe par la QVT, la qualité de vie au travail. Alors, la qualité de vie au travail, ça passe par des dispositifs qui sont mis en place, type télétravail ou autre.
mais ça passe aussi par l'accompagnement. Je pense que c'est un élément qui, ouais, qui gagne à être connu et qui est de plus en plus connu. D'ailleurs, je pense que Mm. j'ai l'impression en tout cas que les entreprises se rendent de plus en plus compte. Mais finalement, une personne qu'on a recrutée, on l'a recrutée pour une mission, pour un poste, mais derrière, avec l'évolution du temps, cette personne peut tout à fait correspondre à d'autres besoins si on lui si on lui en donne, pardon, les moyens. Mm. Et c'est là que les ressources humaines interviennent pour moi. Euh, les moyens, ça peut être, dans le cadre de mon métier, la formation, l'accompagnement. On avait parlé d'un exemple d'une personne qui ne connaissait même pas le principe de la VAE, qui Mm. ne connaissait pas du tout ce dispositif et qui finalement, alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais en lui en parlant et en l'orientant finalement vers les bons interlocuteurs, cette personne s'est lancée, a validé un diplôme qui lui a permis justement de pouvoir rebondir ailleurs sur d'autres fonctions et sur d'autres métiers. C'est un plaisir finalement de pouvoir accompagner et d'aider et de savoir que grâce à ces dispositifs, les gens peuvent évoluer. Mm. Ça fait partie pour moi de l'accompagnement et de la QVT, mais ça peut être aussi d'un autre point de vue, euh, le confort au sein de l'entreprise. Et effectivement, les personnes qui peuvent se trouver en situation de handicap n'ont pas non plus conscience que l'employeur peut débloquer certains dispositifs ou peut mettre en place certaines choses pour justement améliorer leur confort et leur permettre d'être moins en souffrance, entre guillemets, physique, psychologique, morale, peu importe, euh, et donc de pouvoir optimiser, encore une fois, leur énergie, leur force, leurs compétences et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et encore une fois, quand on met ça en place et que tout le monde est content, tout le monde est gagnant. En quoi tout le monde est gagnant? Pour toi, c'est quoi les bénéfices de ça? Eh bien, le collaborateur en question trouvera en tout cas plus de plaisir à travailler, en sachant que il a les éléments nécessaires pour pouvoir travailler correctement, en sachant que l'employeur en question est à l'écoute et prend en compte et en considération sa situation pour lui permettre justement de ne pas se sentir mal. Et bah forcément, tout le monde est content parce que un collaborateur qui se sent bien va donner le meilleur de lui-même et le rendement de l'entreprise ne peut en être que meilleur, Yes. tout simplement. C'est intéressant dans tout ce que tu as pu partager, c'est qu'il y a du coup cette vision, en tout cas de la fonction RH, dans toi, tout ce qui te semble pertinent et ce qui est partagé par, je pense, bon nombre de tes pairs, qui est en fait de permettre à chacun de se sentir à la fois considéré dans le recrutement, dans le cadre de l'entreprise, en tant que fonction RH, vraiment au cœur même de la structure, de pouvoir être le lien entre les enjeux de l'entreprise, tu parlais de valeurs également, et bah, les individus en tant que tels, et du coup de pouvoir, je pense, rassembler. Tu parlais également de oui, d'accompagnement, de communiquer, d'informer, de permettre à la parole de se libérer et en même temps vous d'informer. Euh, dans les faits, est-ce que vous arrivez à tout faire? Clairement non. La réponse, elle est simple, c'est non. Alors, je prends souvent cet exemple de la valise de 50 litres qui ne peut accueillir que 50 litres. D'abord rajouter, la valise ne se fermera pas. Mhm. Bah, c'est un peu le même principe, c'est que sur l'envie d'accompagner, d'aider, de mettre en place des éléments qui vont simplifier la vie des collaborateurs au sein d'une entreprise, ça induit forcément de prendre en considération leurs problématiques. Et prendre en considération leurs problématiques, c'est aussi une surcharge quelque part, puisque notre objectif, c'est de pouvoir leur trouver une solution à ces Mhm. problématiques. Sans oublier que le travail du quotidien, bah, il continue. Euh, et tout ça cumulé, bah, parfois le vase peut déborder. Donc tu dirais un manque, tu as parlé directement de surcharge. Est-ce que tu penses que c'est un manque euh, de moyens humains? C'est la première chose qui me vient. Et où tu parlais de ces tâches quotidiennes. Ces tâches quotidiennes, quelle est leur valeur aujourd'hui? Euh, pour toi, quelle est la cause du fait que effectivement as envie de prendre en charge des problématiques individuelles pour permettre effectivement, comme on l'a évoqué,
de permettre à chacun de se sentir bien, etc., etc., et au bénéfice de tout le monde, en fait. Tout le monde est gagnant. Mhm, mhm. Dans les faits, tout ça, tu parles de surcharge, c'est-à-dire que la charge de base, qu'est-ce que tu inclus dedans, déjà, peut-être? C'est une question que je me suis posée plusieurs fois, Mhm. énormément de fois même, je dirais. Et j'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens. Je reviens toujours à la même conclusion, c'est un manque de moyens humains. Mais j'en parle dans ma fonction RH, je pense que ça peut se calquer dans d'autres fonctions également. Euh, mais on a beau essayer de retravailler la charge de travail, on a beau essayer de retravailler la répartition des missions en fonction des collaborateurs présents et disponibles dans le service ou dans le département. Euh, Malgré ça, une fonction comme la fonction du développement RH incombe forcément le recrutement, la formation, la gestion de carrière. Donc tous les sujets qui vont graviter autour de ça vont forcément être pris en compte par moi-même. Mhm. Donc il n'y a pas possibilité de dispatcher ces missions auprès d'autres personnes, sauf si ces fameuses autres personnes sont du même métier que moi. Donc je Yes. reviens toujours à la même conclusion, c'est un manque de moyens humains. Ok. Manque de moyens humains. Pourquoi, selon toi, je ne sais pas si tu as un avis sur la question, mais pourquoi, selon toi, justement, on les a pas, ces moyens humains? Parce que c'est quelque chose qui est partagé, hein, ce que tu évoques. Pourquoi il n'y a pas les moyens humains dans les Pour services plusieurs RH? raisons. Pour plusieurs raisons. La raison la plus entendue, bah, c'est les questions budgétaires, tout Voilà. simplement. C'est celle que j'ai On va entendue pas aussi se à mentir. l'époque. Ouais, c'est celle que j'ai entendue. Je crois que c'était la phrase, c'était c'est un centre de coût et pas un centre de profit. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est compréhensible. Mm, D'autant plus avec la période qu'on vient de traverser liée au Covid. mm, C'est compréhensible. On fait attention aux sous. mm, Voilà, je comprends tout à fait, mais euh, ça fait partie aussi du bien-être des collaborateurs. Euh, Agrandir une équipe, certes, va coûter, mais va mm. rapporter aussi derrière. Exactement, c'est ça. On est sur une C'est vision un investissement. Voilà. Exactement. Et cette vision long terme, elle est compliquée à avoir puisque et c'est une autre des problématiques qui peut être rencontrée dans certaines structures. Accorder, entre guillemets, une création de poste à un service, très bien, mais pourquoi pas l'autre, ou Mhm. un autre, ou encore un autre. Donc finalement, quand on fait pour un, on fait pour tout le monde. Et quand on ne fait pas pour un, on fait pour personne. Est-ce qu'il y a cette Euh, idée, est-ce qu'il y a cette idée du coup que, en fait, il y a un manque de moyens humains global dans l'entreprise, pas seulement au niveau du service RH, et qu'il y a un petit peu cette, en fait, il y a une fonction d'exemple aussi. Je pense qu'il y a il y a une notion d'exemplarité aussi pour Exemplarité, tout à fait. ces fonctions-là. Et donc, finalement, nous, on manque de personnes. Les autres équipes manquent également de personnes. Donc, la problématique, elle est en fait finalement plus large, qui est aujourd'hui comment ça se fait qu'on a cette vision finalement effectivement budgétaire, mais d'un point de vue peut-être court terme, comme on l'évoquait très rapidement, et qu'on se retrouve du coup à se dire bon bah en fait moi je peux pas parce que sinon en fait ça la fout mal, sinon on prend quelqu'un, alors que si on regarde les choses aujourd'hui, euh, ce manque de moyens humains, il y a une forme de, je visualise un cercle vicieux quoi. C'est exactement ça. C'est le chien qui se mord la queue. Puisqu'on va se dire on n'investit pas, mais si on n'investit pas, on va pas faire plus. Mais si on Mm, fait pas plus, du coup, il n'y a pas de raison de recruter. Mais si on mm, recrute pas plus, enfin voilà, ça tourne toujours en rond et c'est mm, un peu le cercle vicieux, effectivement. Euh, je pense très sincèrement que toute structure, toute entreprise confondue doit adapter son activité à ses moyens. Euh, mhm. je pense qu'il faut prendre la problématique dans l'autre sens, c'est de dire est-ce que je peux me permettre de me lancer dans cette activité, sachant que j'ai tant de collaborateurs? Ok. Et non pas se dire, OK, j'ai besoin de faire du chiffre, donc je vais me lancer dans cette activité sans prendre en compte comment je peux organiser en interne mon équipe. Et donc la Yes. répartition des missions, etc., etc. Je pense sincèrement que c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. Et c'est comme ça aussi qu'on revient au sujet de base, hein, la QVT, Ouais. le bien-être des collaborateurs, etc. Mm, Euh, on le sait très bien, et on le disait en préambule avec ce chiffre incroyable de 64%, la fatigue morale, psychologique liée au travail, elle
passe par là. Et quelque part, je me rends compte avec le recul que c'est aussi pour ça finalement que en tout cas les nouvelles générations n'ont plus forcément l'envie de s'investir sur du long terme au sein d'une structure. Mm. Je sais on parle très souvent en moyenne de 3 à 4 ans sur un poste, alors que dans les générations que moi j'ai connues, en tout cas plus anciennes que moi aussi, ça pouvait durer jusqu'à 10-15 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque on parle tellement de QVT, on parle tellement de bien-être au travail et on voit ce que chaque entreprise va essayer de mettre en place qu'on se dit en tant que collaborateur, en tant que salarié, bah, écoute, si je suis plus content sur mon poste, si je suis plus satisfait et qu'en plus de ça, je suis débordé, je vais aller voir ce que fait mon voisin. Mm. Alors qu'on pourrait éviter ça en se disant, j'en reviens à ma réflexion de tout à l'heure, réfléchir dans quelle activité on veut se lancer, sur quelle volumétrie d'activité on veut se lancer, et en fonction de ce constat, se dire, OK, j'ai les équipes pour ou je n'ai pas les équipes pour. Mhm. Et se Voilà. poser la question, effectivement, alors donc il y a l'activité vraiment, je dirais, au sens large, mais il y a aussi tout un tas de projets, d'initiatives dans lesquels Tout à fait, on tout à peut fait. se lancer. Euh, et effectivement, de regarder les ressources, pour le coup, vraiment l'aspect ressources humaines Oui, oui. qu'on a en backstage. Donc, tu me l'as évoqué très brièvement. J'aimerais justement qu'on y revienne sur comment tu vis cette fonction RH aujourd'hui. Tu nous as partagé le fait que tu le faisais pour accompagner, que tu avais toute cette envie. Ce que je comprends entre les lignes, c'est que toutes on va dire que la vision d'un RH totalement accompli qui réalise tout ce qu'il réalise, c'est-à-dire qu'il accompagne à la hauteur de ce qu'il aimerait accompagner, c'est compliqué en fait dans les faits, puisque par manque de moyens humains. Euh, Aujourd'hui, comment tu vis factuellement ton métier, ton quotidien de ton métier? Disons qu'aujourd'hui, j'ai compris que le monde des bisounours n'existait pas. Oh non, c'est horrible. Moi j'y crois, hein. C'est vrai. Mais oui. Non, mais c'est compliqué. On se rend compte finalement que à gérer beaucoup de problématiques, à gérer beaucoup de personnes, avec chacune leurs problématiques qui nous impactent finalement moralement, puisqu'on est attaché à ses collaborateurs, c'est quand même des personnes pour qui on veut œuvrer. Mhm. Et donc, on investit déjà de l'énergie, une charge mentale à œuvrer pour ces personnes-là. Il faut prendre en compte aussi qu'on est quand même, avant d'être RH, des humains Mhm. et que nous avons nous-mêmes nos propres problématiques. Euh, donc, on met aussi de l'énergie dans nos propres problématiques. Mhm. Et puis, on va mettre de l'énergie sur l'activité quotidienne, comme je disais tout à l'heure, avec l'administratif qui va avec, etc., des deadlines à respecter, des projets qui s'enchaînent et euh, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Donc, forcément, ça demande de la concentration et donc encore de l'énergie. À force de faire énergie plus énergie plus énergie, il n'en reste plus beaucoup dans les réserves. Mhm. C'est un petit peu comme ça que je vis ma fonction de RH aujourd'hui, en perte de vitesse. Au début de ma carrière, j'étais un peu feu follet, j'étais partout. Faire de longues journées, ça ne me dérangeait pas du tout. Euh, Faire même des soirées de travail, ça ne me dérangeait pas. Euh, Parce que j'avais vraiment ce moteur de vouloir aider et pour aider, il faut être disponible. Mhm. Avec le temps, on se rend compte que se rendre disponible pour les autres, c'est le temps de disponibilité qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Mhm. Et c'est très important finalement d'être disponible pour soi-même, pour pouvoir se ressourcer en regagnant en énergie et derrière relancer l'activité et la machine. Euh, donc voilà comment je vis ma vie de RH aujourd'hui. Je n'éprouve plus malheureusement le même plaisir à exercer, à trouver des solutions que ça a été le cas auparavant. Euh, c'est un constat qui est un peu triste, Mhm. comme maintenant que je m'entends le dire, Mhm. mais effectivement, c'est le ressenti global. C'est à force de vouloir en faire, euh, on s'oublie soi-même. Mhm. Et c'est en lien avec la QVT. Encore une fois, je reviens sur ce terme à la mode, mais c'est Ouais, complètement dedans. faut le On- réhabiliter. exactement, exactement. On parle de dispositifs, on parle d'outils, mais c'est aussi du temps, finalement, pour les personnes qu'il faut en tout cas, leur permettre de se libérer du temps. Yes.
Oui, il y a des congés payés, oui, il y a potentiellement les RTT, il y a tout ça. Mais ça ne suffit plus. Ce Ça ne qui, suffit plus. ce qui, ce que je trouve, enfin, ce qui résonne là par rapport à ce que tu partages, c'est que effectivement, quand on est dans l'humain, euh, il y a la charge mentale qu'on peut ressentir, en tout cas la fatigue même mentale qu'on peut ressentir euh, lorsque je suis en train de traiter mes mails ou de remplir un tableur Excel ou quand je suis dans l'interaction avec quelqu'un, c'est différent et chacune est particulière. Pour autant, quand on veut être effectivement, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est moi je le vis rien qu'en accompagnement, mais en tant que RH c'est pareil. Tu vas être un moment avec un collaborateur ou avec quelqu'un ou en réunion, peu importe. La présence euh, prend de l'énergie, mais Tout à fait. elle est indispensable et elle prend de l'énergie. Effectivement, si je n'ai plus l'énergie, mon temps de présence est détérioré et du coup, on en revient à notre cercle vicieux. Tu me donnais, quand on avait partagé ensemble la dernière fois et qu'on évoquait tout ça, tu me donnais l'exemple de comment tu vis tes dossiers de recrutement aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que je n'ai plus le même plaisir, enfin, en tout cas la même satisfaction à avoir trouvé du boulot au fameux Oui. candidat. Et tu te souviens de ce que tu m'as dit exactement? Alors, plus exactement mot pour mot. Moi, ça m'a marqué. Tu m'as dit, en fait, quand j'ai débuté ma carrière, je terminais un dossier de recrutement et j'étais heureux d'avoir trouvé du travail pour quelqu'un. Aujourd'hui, je termine un dossier de recrutement et je suis heureux d'avoir un dossier en moins. C'est vrai. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai que j'ai dit ça. Et je trouve Oui, que parce qu'on ça en revient illustre. encore au sujet de tout à l'heure et on parlait de charge et de surcharge. C'est des mots qui sont pas très jolis, mais qui reflètent pour moi la réalité. Alors, je ne suis pas du genre à me plaindre, mais je suis quand même réaliste. Euh, et je me rends compte que gérer telle activité, plus les dossiers de recrutement, plus voilà. Ah oui, effectivement, un dossier de recrutement qui est fait, c'est un dossier de recrutement en moins à faire. Mm. Et donc, entre guillemets, une charge de travail en moins. Et j'en perds le côté plaisir et la qualité, finalement, euh, de Le côté humain de ton métier, en voilà, fait. du C'est-à-dire côté qu'on humain. on se C'est retrouve exactement ça. avec, et là je partage dans l'activité formation moi, que j'ai pu exercer quand j'étais en alternance, on avait une très petite équipe pour 2000 personnes et effectivement, en fait, on avait donc ces tableurs Excel à rallonge et cette sensation, déjà, il faut savoir que quand on fait de la formation professionnelle, moi je ne m'attendais pas à ça quand j'étais en alternance, mais en fait, on se retrouve principalement à gérer, enfin, je parle pour moi, mais en fait, en entreprise, on ne fait pas de l'ingénierie de formation, on ne s'occupe pas vraiment du programme, etc. On gère des dossiers de formation et avec notamment pas mal de demandes de dossiers de financement. Le financement de la formation professionnelle, en fait, moi, comment j'ai vécu mon expérience dans la formation, voilà, je suis arrivée en entretien en disant, mais c'est le cœur de l'entreprise, la formation. J'étais super motivée par la formation, moi, tu vois, c'était mon truc. Et pour autant, en fait, je me suis retrouvée à vivre la formation comme des tableurs Excel de dossiers de financement. Voilà, donc ça fait déjà perdre, on va dire, la dimension humaine de ce métier. Euh, mais effectivement, ce que tu partageais et peut-être partagé par, enfin en tout cas est partagé, moi c'est des choses que j'ai pu entendre, mais finalement une vision plutôt quantitative de ce métier-là plutôt que qualitative. Et donc, c'est comme si euh, vous en veniez à gérer des lignes sur un tableur plutôt que l'humain, alors que ce n'est pas l'intention première. Et du coup, j'aimerais évoquer avec toi, je pense, cette vision des RH qu'on peut avoir de l'extérieur lorsqu'on n'est pas dans cette fonction-là. Moi, j'ai énormément j'allais dire, d'empathie pour cette fonction que j'ai exercée et toutes les personnes RH que je connais et qui font ce métier pour ce que tu partageais, mais qui se retrouvent par manque de moyens, comme tu l'évoquais, par manque de temps, par aujourd'hui ce système du toujours plus au détriment de l'humain. Moi, je comprends euh, cette, euh, cette difficulté qui peut être rencontrée par les RH. Pour en avoir parlé à des personnes qu'on allait aborder ce thème-là, des personnes de mon cercle privé, qui sont des collaborateurs. Enfin, je pense à une amie en particulier. Elle, la vision qu'elle a justement des RH, et ouais, je suis pas sûre qu'elle se rend vraiment malade. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de aujourd'hui d'une fonction qui est mal aimée dans les entreprises
Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Complètement. Alors, moi, le constat premier que je me suis fait, c'est la direction des ressources humaines est vue un peu comme la tour d'ivoire, intouchable, ou en tout cas pas collaborative. Alors que, en théorie, c'est tout le contraire. Et Ouais. même en pratique, ça devrait être tout le contraire. C'est-à-dire qu'on voit la direction des ressources humaines comme la direction qui va nous virer, qui va nous taper sur les doigts, qui va nous sanctionner, alors qu'en fait, c'est une partie infime, parce que oui, ça existe, hein, forcément, on ne va pas se mentir, mais c'est une partie infime de l'activité RH. L'activité RH, c'est surtout d'accompagner, d'aider et de mettre en place des dispositifs, des solutions pour améliorer la vie au travail. Encore une fois, Hmm. je reviens à l'activité, décidément. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais déjà, rien que d'avoir cette perception, on perd de ce côté humain. Exactement. Et comment c'est vécu pour les... C'est comment c'est vécu? C'est très mal. Comment tu le vis Alors, ça? moi, personnellement, très mal. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas révolutionné les choses, mais que j'ai décidé de fonctionner autrement. Euh, j'ai pris ce qui était fait avant, j'ai constaté ce qui était fait, la manière dont c'était fait. J'y ai apporté un petit peu ma sauce, Mhm. dans le sens où les collaborateurs sont hésitants, n'osent pas venir consulter les membres de la direction des ressources humaines, sauf pour une demande bien précise, congé, Mhm. maladie ou autre, peu importe. Du coup, j'ai pris le parti de faire le chemin inverse. Si les gens n'osent pas venir me voir, moi, je vais aller voir les gens. Mhm. Et je vais prendre le temps de discuter avec eux, je vais prendre le temps de les connaître, je vais prendre le temps de connaître leur métier, je vais prendre le temps de connaître aussi les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leur métier. Et c'est comme ça qu'on regagne un peu ce côté humain. Mhm. Mais c'est un travail de longue haleine. Et je le disais tout à l'heure, avec le temps, la charge de travail et euh, les différentes problématiques individuelles ou collectives qu'on peut rencontrer, on perd le plaisir de ces échanges humains. C'est très dommage, mais c'est un travail de longue haleine, il ne faut pas lâcher, tout Ouais, simplement. ouais. Il C'est faut, il faut... l'envie et Il y a, il y a- il l'énergie. y a des hauts et des bas. Yes. Alors effectivement, l'énergie va être en lien parce que on peut avoir beaucoup d'énergie un jour et pas du tout le lendemain. Ouais. Mais c'est des hauts et des bas, ça fait partie du métier. Et il faut essayer de se dire et de se convaincre que ce qu'on fait, c'est utile, qu'on veut Mm. garder cette utilité pour les gens et garder cette notion humaine Mm. des ressources humaines. Ce pourquoi on le fait. Et ça, je pense que c'est très intéressant ce que tu partages parce que il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui, effectivement, là, l'image qui me vient, c'est celle d'une machine à laver, tu vois. La machine à laver de ce quotidien en entreprise où la charge de travail est toujours plus importante, où on est principalement en mode pompier et finalement, on n'a pas le temps. Et là, ce que tu partageais, c'est aussi cette notion de tisser des liens et on parlait de court terme et de long terme tout à l'heure. Je pense que c'est aussi très, très lié. Ces investissements, ce travail qui, en fait, c'est pas dans l'instant de comment on a optimisé tel truc dans l'instant, c'est des choses qui se créent sur le long terme. C'est aussi des cultures d'entreprise derrière qui, voilà, c'est ce côté qui peut être aussi exponentiel des bénéfices qu'on va avoir à avoir renforcé ce lien avec les collaborateurs, à avoir construit cette, euh, cette confiance et à avoir pris ce temps. Euh, bah, cette notion d'énergie, et je sais qu'on avait échangé il y a un certain temps par rapport au fait que effectivement on ressent encore aujourd'hui, et je trouve ça génial que tu puisses le partager, que toi tu es connecté à ton pourquoi, tu es connecté à cette envie encore qui est là. C'est-à-dire que tu te sens empêché finalement de pouvoir réaliser tout ce que tu aimerais réaliser, prendre le temps, te recharger toi, te sentir finalement en mesure d'exercer un métier qui te plaît parce qu'il te permet d'accompagner les gens. Mais voilà, tu te retrouves un petit peu voilà, Restreint. restreint. Donc, peut-être une forme de frustration. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Mais tu arrives toi encore, et c'est ça que je trouve très, très chouette, à te reconnecter à ce pourquoi tu le fais. Et à essayer d'y mettre parce que tu as conscience que pour ton bien-être, tu as besoin, toi, de trouver du sens. Aujourd'hui, il y a une autre réalité aussi qui est celle de nombreux RH qui sont dans cette machine à laver, et je parle de RH, mais ça peut être aussi d'autres professionnels, et qui finalement n'ont plus la tête hors de l'eau, n'arrivent plus à se reconnecter à leur pourquoi, n'en peuvent plus, et, et n'ont plus l'énergie de faire ces démarches qui pourtant leur donnent, au-delà du fait que
tout ce qu'on peut entendre effectivement de OK, la QVT par rapport aux collaborateurs, c'est important, occupez-vous de vos collaborateurs, etc., etc. Ils peuvent en être convaincus. Pour autant, aujourd'hui, ils n'ont plus l'énergie, celle que tu as perdue toi avec le temps, et ils n'ont plus l'envie. Euh, C'est c'est l'exemple typique du cordonnier qui est le plus mal chaussé. On est complètement dedans et je comprends tout à fait. On passe notre temps à gérer les situations des autres, on passe notre temps à courir derrière les gens, puisqu'il faut avoir le retour de telle personne, il faut avoir les informations de telle personne, il faut avoir... on passe notre temps à être dépendant des autres, en plus de tout ce qu'on a nous-mêmes à gérer directement. Je pense sincèrement déjà qu'il faut savoir s'écouter, savoir s'entendre, savoir se dire, OK, là, stop, j'en peux plus. C'est très important pour moi de se dire, je dois faire un break, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir se reconnecter justement avec ses valeurs, avec ses principes, avec ses envies. Premièrement. Deuxièmement, l'échange, le partage. J'éprouve beaucoup de plaisir justement aujourd'hui à discuter avec toi, sachant qu'en plus d'autres personnes vont nous écouter. Ne serait-ce que partager mon point de vue, partager mon ressenti, partager mon vécu, ça fait du bien, ça permet de se décharger. Et en partageant avec d'autres personnes qui sont en plus des pairs de ton activité, demain, si j'ai eu l'occasion de faire partie de certains groupes d'échange sur LinkedIn, par exemple, de professionnels RH, il suffit que d'exprimer sa problématique, d'exprimer son ressenti, d'exprimer son mécontentement pour que un ou deux ou trois autres soient dans la même situation, mais à une étape encore supérieure, dans le sens où j'ai eu cette problématique, mais j'ai trouvé une solution, je te la partage. Essaye, vois ce que ça donne, et peut-être que ça te permettra de te sentir mieux. Donc voilà, je suis encore une fois convaincu de la sincérité des échanges. Moi, je fonctionne comme ça, à tort ou à raison, je n'en sais rien. Moi, je pense à raison. C'est que je suis très sincère dans ce que je dis, dans ce que je fais. J'y mets du cœur parce que j'aime ça, tout simplement. Tant sur le professionnel que le personnel d'ailleurs. Mais si on perd cette notion-là, faut avoir faut prendre le temps de se dire pourquoi j'ai perdu cette notion-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus d'énergie? Déjà se poser la question et se rendre compte qu'il y a une problématique, c'est le début. Yes, exactement. Faire un pas de côté. Et après, je pense que c'est essentiel, tu partageais effectivement l'idée de partager. Moi, quand on en a parlé, donc c'est 64%, tu t'es tombé des nues. Les derniers témoignages que j'ai, c'est merci, merci, je me sens moins seule. Quand on vit ces enjeux-là, il y a quelque chose de l'ordre du... C'est vraiment quelque chose que je retrouve dans les profils de personnes qui sont sensibles à l'humain, vraiment. Mais cette forme de culpabilité aussi. Culpabilité de ressentir toutes ces émotions. Culpabilité parfois de se dire, mais en fait, je ne peux même pas, en fait, à la fois, je ne peux pas faire les choses comme j'aimerais les faire humainement. Donc finalement, je me sens déjà coupable, en fait, de ne pas pouvoir donner le meilleur aux personnes qui m'entourent. Je me sens coupable de me sentir mal parce que je ne suis... il y a ces notions-là de finalement, il y a toujours pire, cette conscience et cette empathie, cette conscience de l'autre extrapolée qui finalement ramène aussi beaucoup les individus à se dire, voilà, qui se retrouvent dans ces situations-là finalement à minimiser ce qu'elles ressentent. Il y a une forme de, j'allais dire, de tabou. Et je pense que c'est là aussi où c'était vraiment intéressant qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Il y a une forme de tabou, et je pense qu'au-delà même de se partager des solutions et des bonnes pratiques, il y a cette première étape qui est juste de dire j'en ai ras-le-bol, d'être OK avec le fait de dire, et ça je pense que c'est essentiel, même si il y a ces phrases qui arrivent dans nos têtes de mais de quoi tu plains, mais tu peux pas, parce qu'en plus il y a cette, je sais pas si c'est quelque chose que tu partages, mais il y a aussi cette notion de si moi je craque, en fait j'abandonne. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. J'abandonne. Alors j'abandonne mon équipe, j'abandonne les collaborateurs, je n'en peux plus, mais en fait je ne peux pas le dire parce que je ne m'autorise pas déjà à le penser.
Et si je m'autorisais à le penser, en fait, les conséquences, je ne peux pas me permettre. Donc, en fait, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Je n'en parle pas parce que si j'en parle, ça fait exister cette réalité-là. Et donc, naturellement, en fait, il y a une forme de, de j'allais De dire, de repli. coquille, finalement, oui. Ouais, c'est Oui. ça, d'autoprotection, mais qui finalement n'en est pas une. Aujourd'hui, je pense que c'était aussi la démarche de venir poser ces mots sur le fait que c'est dur aujourd'hui d'être RH, c'est dur aujourd'hui parce que, non pas parce que c'est un métier ingrat, c'est un très très beau métier. Et où il pourrait y avoir énormément de choses de faites positivement pour les collaborateurs, pour l'entreprise, comme on a pu en parler en première partie. Pour autant, en fait, aujourd'hui, bah oui, d'être OK avec le fait de dire j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol en fait. J'ai plus d'énergie, j'ai plus la patience. D'être même capable de dire je n'aime plus les gens. Parce que voilà, c'est aussi ça à un moment. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est pour autant des choses qu'on peut se dire à l'intérieur de soi qui existent. L'autre réalité existe, le fait d'avoir envie, d'avoir envie de mettre des choses en place, d'avoir la conscience de l'autre, etc. Pour autant, cette réalité-là, elle existe. Et je crois que la première étape, et j'espère que c'est l'une des prises de conscience qui va être réalisée par des personnes, que ce soit dans des fonctions RH ou en tout cas dans des fonctions qui gèrent de l'humain, c'est de venir à un moment mettre des mots ou même des personnes sans gérer de l'humain, des personnes simplement qui arrivent dans un état de détresse psychologique, voire de burn-out, parce que c'était ça le terme effectivement, de pouvoir en fait dire, ok, je m'autorise, autorisez-vous juste à vous dire que vous en avez ras-le-bol, parce que c'est par là que ça passe. Et avant même l'échange de solutions de bonnes pratiques, il y a un espace de j'accepte de penser ça, j'accepte de ressentir ça, j'accepte. Lorsqu'on a échangé la première fois, il y avait cette première vision que tu as partagée. Ensuite, on allait sur ce terrain-là. Et je me souviens que quand je t'ai dit, du coup, quelle conversation tu souhaites avoir, je ne voulais pas t'obliger à parler de ça parce que c'est mine de rien un exercice qui est pas simple de venir déposer le fait que bah voilà, c'est pas simple tous les jours. Je sais plus comment tu m'as formulé ça, mais tu t'es retrouvée. Il y avait presque, ouais, mais j'ose pas. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler de ça? Parce que je pense que c'est révélateur, en fait, Complètement, complètement. de ce que, du coup, les personnes qui vont résonner avec cette conversation ressentent et se disent au quotidien. Je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, c'est que euh, d'autant plus en tant que RH, on ne se permet pas Mm. de dire qu'on ne va pas bien. Parce qu'effectivement, si le RH qui est censé aider ses collaborateurs n'est pas bien, il n'est pas en capacité d'aider les collaborateurs et en plus, il n'est même pas en capacité de s'aider soi-même. Mhm. Donc, c'est un peu effectivement un sujet qui peut être tabou. Certains ont plus de facilité que d'autres à encaisser, à emmagasiner. Mhm. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça personnellement. Euh, et je me laisse le temps nécessaire dans mes week-ends, etc., de me ressourcer auprès de. Voilà, mon besoin, c'est d'échanger et d'échanger notamment dans le cercle privé et de passer Mhm. du temps avec mes amis, ma famille, etc. Et c'est là-dedans que j'arrive à retrouver mes ressources. Mais effectivement, si on n'en parle pas, on emmagasine, on prend sur soi et à un moment donné, ça finit par exploser, forcément. Mhm. Et cet état de détresse, parce que moi, j'estime vraiment que certaines personnes, certains RH se retrouvent en détresse, en situation de Mhm. détresse émotionnelle, de détresse morale, de détresse physique. Il faut savoir l'écouter, il faut savoir en parler. Mhm. Alors, oui, on ne peut pas en parler forcément à tout le monde, et quand je prends ça à une échelle d'entreprise, certains collaborateurs n'osent pas parler de leurs problématiques à leur manager, par exemple. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont capables de nous écouter, soit au sein même de notre structure, soit dans la sphère privée, soit par des pairs. Et Mhm. moi, je reste convaincu qu'échanger avec une personne qui vit la même chose que nous, Exactement. Mhm. c'est déjà pas une solution, mais une première étape. C'est énorme. Non, mais tu ne mesures pas la, c'est plus qu'une première étape. Pour beaucoup de personnes, c'est déjà, en fait, c'est l'acceptation, c'est-à-dire d'arrêter un moment de lutter, Exactement. parce que c'est ce qui peut se produire là vraiment puisque du coup, on aborde vraiment là les enjeux aujourd'hui pour les personnes qui se retrouvent vraiment en, en, en difficulté en fait, hein, Mhm. parce qu'il y a eu en plus ces 2 ans de Covid qui n'ont pas aidé, et l'idée de tenir, 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 de porter, parce que quand on a cette sensibilité humaine, et ben voilà, on est là pour les autres. Euh, le fait, le plus grand, la plus grande problématique aujourd'hui, c'est pas la situation,
c'est la non-acceptation d'un état de fait intérieur qui est à l'intérieur de moi, en fait, oui, j'en peux plus. Et donc, effectivement, l'entendre déjà, juste ça. Je pense que les personnes qui ressentent de c'est Ce énorme. sont La résonance est juste l'espace que ça crée de ah, mais je suis pas seule. Et cette phrase-là est d'une importance capitale quand on se la dit. En fait, non, je suis pas seule. Je suis connectée aussi à d'autres personnes. C'est énorme ce que ça crée. Et c'est après de pouvoir j'allais dire l'exorciser déjà, complètement. ouais, c'est de pouvoir peut-être prendre une feuille de papier, de pouvoir écrire tout ce pourquoi on en a ras-le-bol, de le sortir, parce que tant que c'est à l'intérieur, ça nous ronge. Et effectivement, Ça nous euh, ronge. tu partageais et on ressent vraiment chez toi encore cette énergie et cette envie, en tout cas cette connexion à ton pourquoi. Si du coup des personnes voilà, se retrouvent un petit peu dans l'effet machine à laver déjà, se reconnecter à pourquoi je le fais en fait. Et à comment je peux remettre un petit peu de plaisir dans ma pratique professionnelle. Si effectivement, bah, je rogne sur un truc qui effectivement n'est peut-être à rendre, mais n'est pas forcément le plus intéressant. Mais là, ce qui me semble pertinent, c'est d'aller voir cette personne. Et c'est d'aller le faire je sais pourquoi je le fais, parce que je sais que cette personne, elle a besoin de ceci ou elle a besoin de cela. Ou alors, c'est de pouvoir, j'en sais rien, promouvoir un type de dispositif à ma direction générale, parce que ça a du sens pour moi. Si on a les ressources pour aller chercher ce pourquoi, c'est déjà une énorme étape. Par contre, je pense que ce qui est essentiel aussi, c'est de pouvoir partager le message qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont justement en détresse psychologique, professionnellement, prenez soin de vous en fait. Aujourd'hui, prenez soin de vous et en fait, Sachez vous écouter, c'est surtout ça, savoir exactement. s'écouter. Et d'être capable de faire un pas de côté, même si ça peut être, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à devoir s'arrêter parce qu'elles n'en pouvaient plus, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, c'est une fois que le corps ne peut plus parce que non, je veux pas lâcher, je veux pas lâcher, je veux pas lâcher. Mais tu parlais de la fatigue physique et c'est effectivement très lié, hein, l'impact sur le corps. Oui, Euh, D'être capable d'avoir ce recul et de dire, mais en fait, là, je porte, mais en fait, là, moi, j'y arrive plus. Et de le regarder et vraiment de l'accepter et de faire ce pas de côté, de se faire accompagner, de prendre des vacances, voilà, de changer de cadre, de faire des choses totalement différentes, et d'en parler à ses pairs. Je pense que ce sera intéressant vraiment pour les personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si tu accepteras, mais s'il y a des personnes qui résonnent avec ce que tu as partagé, de pouvoir peut-être vous mettre en lien juste pour pouvoir voilà, complètement, être capable bien de dire, sûr. bah ouais, je me suis reconnue. Et juste ça, en fait, c'est déjà énorme parce que c'est un premier pas de, OK, je ne suis plus en train de lutter contre ce que je ressens à l'intérieur et j'accepte et et je passe à autre chose. Et ce qui me semble essentiel aussi, et que j'aimerais vraiment partager aussi ici comme message, moi, tu vois, j'ai eu une RH qui m'a dit donc qu'elle avait été donc, en burn-out et remplacée du coup pendant son arrêt par quelqu'un qui apparemment gère les choses de façon très détachée, très ligne de tableur Excel. Et ce qu'elle me dit, c'est bah, il a peut-être raison. Et je pense que ça, c'est pour des personnes qui se retrouvent plutôt, je dirais, dans nos profils, justement, cette considération de l'autre, cette empathie en fait qu'on peut avoir et cette considération de l'humain. Euh, Aujourd'hui, c'est pas normal d'en arriver à se dire qu'en fait, je ne devrais pas ressentir d'émotions. Je ne devrais pas en fait être sensible à ce qui se passe, à mon équipe, à mes collaborateurs, aux humains en fait qu'il y a dans l'entreprise. Je devrais finalement prendre les choses avec plus de recul parce que ce qu'on peut entendre aussi, je sais pas toi si c'est des choses que tu as entendues, moi c'est des choses que j'ai pu entendre. Voilà, c'est finalement oui, mais il faut prendre du recul, pas mettre trop d'émotionnel, pas trop être en lien, etc. Alors qu'aujourd'hui, si on prend, je vais faire le parallèle avec des métiers plutôt notamment de psychologue, où c'est des choses qu'on a pu voilà, entendre, pas de lien émotionnel avec la personne pour pas qu'il y ait de projection, etc. Des personnes comme Christophe André, Christophe André qui a écrit de nombreux livres, voilà, lui, il en parle du fait que non, en fait, le lien, c'est énorme en fait ce que ça apporte. Et donc voilà, lui, il avait pris le parti pris de se dire, ben non, en fait, je suis en lien avec les individus et remettre de la valeur là-dessus, en fait. Remettre de la valeur sur le fait que oui, le fait de vouloir aider, d'accompagner, de considérer l'être humain, bah en fait, En fait, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est qu'à un moment, on est tous différents et il y a des personnes qui vont avoir un raisonnement plutôt ligne tableur Excel, d'autres personnes, et c'est génial qu'elles se retrouvent dans des services RH qui ont effectivement cette empathie, cette considération de l'être humain. Et il n'y a pas de raison ou tort ou de mieux ou pas mieux. Il y a juste
restaurer Je dirais même qu'à force de vouloir aider les gens, d'accompagner les gens, de considérer l'humain, etc., on en oublie que c'est dans les deux sens. Finalement, nous, on accompagne, mais les gens peuvent aussi nous accompagner. On aide, mais les gens peuvent aussi nous aider. Donc, il faut prendre aussi, c'est pour ça que je parle de prise de recul, c'est de se dire, OK, j'ai un problème, il faut que j'en parle. Et potentiellement, le fait d'en parler, en tout cas d'en parler à des personnes qu'on ne soupçonnerait pas pouvoir nous aider, ben, ça va être le cas. Moi, ça m'est arrivé à titre personnel. On m'a fait la remarque, tu es une personne très bienveillante et beaucoup dans l'accompagnement, mais tu oublies que nous aussi, on est là pour toi. Et c'est vrai. Et je me suis dit, mince, j'avais pas pensé à ça. Et ben, voilà. Donc, savoir s'écouter, ne pas hésiter à se dire les choses, à mettre des mots. On parlait de burn-out. Moi, j'ai connu récemment un terme que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui s'appelle le brown-out. C'est la perte de sens au travail. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Mais le fait de mettre un terme et un mot là-dessus, déjà, on se rend compte que c'est une problématique qui est rencontrée par d'autres personnes que soi-même. C'est une première étape. Le fait d'en échanger, on se rend compte que, à force d'aider des gens, finalement, si on aide ces gens-là, c'est que quelque part, on est en phase émotionnellement. En tout cas, on partage une vision commune sur un sujet bien particulier, le sujet de l'entreprise, mais ça peut être sur d'autres choses finalement. Puisque si on a un sujet en commun, on peut en avoir d'autres. Et le fait d'échanger, le fait de partager ses émotions, puisque moi je suis persuadé que dans le partage, c'est pas juste de la parole, c'est aussi les émotions qui circulent, ça permet de se rendre compte que, ah oui, il n'y a pas que moi en fait, il y en a d'autres, et en plus ces autres-là, ils peuvent nous aider. Très bien, finalement, le monde de bisounours, il peut peut-être exister. Mais merci, c'est bien, ça me va bien comme fin d'épisode. Est-ce que tu dois faire des RH jusqu'à la fin de ta carrière? J'espère. Ah, J'espère. ok. Il y a aussi d'autres idées et j'en reviens à la prise de recul et savoir se dire, je perds du sens dans mon travail, qu'est-ce que je fais? Ouais. Soit on met tout en œuvre pour, on va dire, ces différentes phases, prise de recul, échange, trouver des solutions, pour redorer justement nos principes et nos valeurs. Soit il faut se rendre compte aussi que peut-être que la perte de sens, elle est définitive et que il faut peut-être travailler sur d'autres choses. Yes. Et ça, En tant, dis-moi. en tant que RH, j'accompagne aussi des collaborateurs dans des reconversions, par exemple. Il y a des dispositifs qui existent. Encore une fois, si on l'explique aux autres, pourquoi ne pas l'utiliser pour soi-même? Exactement. Et je pense que j'aimerais juste partager quelque chose qu'on a pu partager la dernière fois ensemble, où tu me disais voilà, qu'en impact, finalement, cette surcharge pouvait t'amener à avoir en soirée, à poser plein de questions et qu'on disait non, mais c'est pas possible, tu fais du recrutement, des formations professionnelles. Et je me souviens Exactement. que tu avais une vision assez péjorative de ça, presque l'impression que ton travail te débordait. Je crois ce qu'on a évoqué ensemble. Et je ne sais pas si aujourd'hui ça a résonné, mais je t'avais ouvert à l'idée Oui, que, mais en fait, oui, c'est peut-être simple, c'est pas forcément le métier, c'est qu'un outil. exactement. Finalement, c'est qui tu es, simplement, tu t'intéresses aux Tout à gens, c'est fait. ce que tu as toujours voulu faire. Tu as utilisé effectivement l'alibi du métier du recrutement pour pouvoir le faire officiellement et être payé pour ça, et c'est génial. Pour autant, effectivement, et ça, je pense que c'est pour beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces métiers ou qui ont eu une motivation qui était de l'ordre, une motivation humaine, qui aujourd'hui n'en peuvent plus. C'est pas de l'humain dont vous ne pouvez plus, en fait. C'est juste de la forme, peut-être que ça prend aujourd'hui, du cadre. Mais en fait, tu nous as beaucoup parlé de aider, accompagner, aider, accompagner. Il y a vraiment cette idée-là de vraiment communiquer, aider, accompagner. Donc, en fait, ça fait juste partie de toi. Et effectivement, si demain, cette énergie, tu n'arrives plus à te retrouver dans ton pourquoi lié à l'entreprise, ça n'enlève en rien à qui tu es. Et c'est plutôt signe, le fait que tu le fasses naturellement dans le cadre même personnel, que ça fait partie de toi. Complètement. Et d'ailleurs, je te remercie encore une fois pour ce podcast, puisque ça permet d'ouvrir ses écoutilles, d'ouvrir ses yeux sur effectivement ce sujet-là. C'est que avant d'être RH, je suis moi-même. Et en fait, c'est moi-même Exactement. qui fait que je suis un RH. Et pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce que tu dois faire des ressources humaines toute ta vie? Je l'espère sincèrement, puisque c'est une activité qui me plaît et les principes et les valeurs pour lesquels je fais ce métier-là
ça fait partie de moi, tout Mhm. simplement. Et si demain, je ne trouve plus de sens à mon métier pour X ou Y raison, les raisons qu'on a évoquées, les questions budgétaires, le manque de Mhm. moyens, etc., je me dirigerai vers une activité où je pourrais encore une fois être moi-même, où je pourrais encore une fois Mhm. accompagner, aider et être utile. Voilà, Ouais, c'est parce que ça. ça fait partie de moi. Donc, Exactement. savoir s'écouter, c'est aussi se rendre compte de qui on est, Avant qu'est-ce d'être qu'on veut son faire métier. et qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres si on veut travailler pour les autres. Exactement. Très, très chouette conclusion que tu es toi avant d'être un RH Exactement. et que c'est pas ta fonction qui te définit en fait. C'est très Oui. intéressant. Mais j'ai eu besoin de toi pour m'en rendre compte. Ah eh ben, écoute, je vais terminer par cette question qui est beaucoup plus vaste, hein, qui va aller. Là, je te fais sortir de ta fonction. Alors, peut-être que ce sera en lien, mais je te fais sortir voilà, de la fonction RH, du monde de l'entreprise. On va se connecter au monde qu'on veut changer pour plus d'humanité. On va y aller. Pour terminer, s'il y avait une chose à mettre en place demain, donc quelque chose de simple, de facile et de rapide à mettre en place ensemble pour que ça change, pour que notre monde soit plus humain, qu'est-ce que ce serait? C'est un mot que j'ai déjà employé tout au long de notre échange. Je dirais la sincérité. Mmh. Que les personnes soient plus sincères les unes envers les autres. Euh, on parle souvent de rumeurs, on parle souvent de bruit de couloir, on parle souvent de euh, oui, un tel a parlé dans mon dos, etc. Moi, je pense que la sincérité serait la clé. Si on se dit Ok, les choses de manière sincère, si on fait les choses avec le cœur et de manière sincère, pour moi, le monde se porterait mieux, ok, très tout intéressant. simplement. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce temps, pour ton partage, pour ta Merci à toi, Rosette. sincérité. Et Avec grand puis, plaisir. et puis bah, écoute, voilà, n'hésitez pas si ce qu'elle a partagé en étant lui encore effectivement motivé, mobilisé, à raisonner, bah, n'hésitez pas à nous écrire. Je mettrai tous les liens dans les descriptions de l'épisode et tu acceptes volontiers d'échanger. Complètement. Et bah Complètement. super. Je reste disponible si je Et, peux aider. et Ça fait voilà. partie de moi, encore une fois. Je crois que la boucle est bouclée. Merci à toi, Rosane. Ciao. À bientôt.